Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on s'intéresse en première partie à la lutte à l'homophobie et la transphobie. Et en deuxième partie, on parle de l'événement Le Relais pour la vie. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bienvenue, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci d'être à l'écoute. Le 17 mai prochain sera la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Je peux vous dire que c'est une journée qui prend beaucoup d'importance, puisqu'on remarque depuis quelques années une remontée de l'homophobie et la transphobie à travers le monde. Pour nous parler de ce sujet, nous recevons en studio Mme Véronique Bessette. Vous êtes psychologue et conseillère régionale pour le NÉO. Oui, sexologue et conseillère au développement. Sexologue, désolé. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de l'importance de cette journée-là, parlez-nous un peu de l'organisme le NÉO. C'est un organisme de Lanaudière, je pense. Oui, exactement. Le NÉO, c'est un organisme régional lanaudois qui œuvre sur le plan des saines habitudes de vie et de la santé sexuelle et affective. Et on œuvre plus principalement sur les thématiques de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et des ITSS, donc les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Donc, on accompagne tous les gens de Lanaudière à travers ces thématiques, donc pour les gens qui sont liés de près ou de loin à ces thématiques. Donc, on traverse tout le territoire et on aide les gens et on accompagne et on donne du soutien aussi professionnel. Je parlais que c'est une journée, le 17 mai prochain, qui devient de plus en plus importante avec ce dont on est témoin à travers le monde. Ça vient à rajouter à votre tâche de l'inclusion, l'acceptation. Ça s'ajoute à votre tâche, là. Oui, tout à fait. Pour avoir vu les dernières années, justement, un petit peu un recul au niveau des droits, même au niveau des droits de la diversité sexuelle et de genre, autant on pensait que cette lutte allait s'étioler et se terminer, bien, c'est pas le cas. Donc, on doit redoubler d'efforts pour contrer toute la maltraitance, la mésinformation aussi, puis la discrimination envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre là, qu'on retrouve de plus en plus, même dans notre région, donc au niveau des jeunes, chez les adolescents, dans les écoles secondaires, auprès des aînés aussi. Donc, des choses qu'on croyait réglées doivent être reprises puis gardées en tête. Et qu'est-ce qui explique qu'on doive reprendre encore, qu'on ne va pas vers une grande acceptation? Pourquoi il faut recommencer le travail, selon vous? C'est une bonne question, hein? Oui. Je suis désolé de vous la poser, mais non, c'est comment correct. se fait-il? Oui. C'est comme si on ne pouvait pas s'asseoir sur des acquis. On a la même impression avec le féminisme un petit peu. Donc, il y a des choses qu'on avance. On avance dans les droits, dans les lois, mais il y a certains reculs. Ça peut être dû peut-être à une méconnaissance, une mésinformation, une polarisation des gens suite à peut-être la pandémie qui a eu un impact aussi, la mondialisation, l'interculturel. Il y a des gens qui viennent ici et qui, dans leur pays, pour eux, c'est criminel d'être homosexuel. Donc, c'est sûr que les gens apportent leur culture avec eux, puis c'est important de continuer de sensibiliser les gens aussi, puis d'éviter, dans le fond, que ça tombe dans la violence. Donc, vraiment aider à l'inclusion, le vivre ensemble et tout. Et donc, pour mieux sensibiliser les gens, il y a cette journée-là, le 17 mai, c'est Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est le 17 mai. Quel va être le rôle du NÉO à cette journée-là? Parce qu'il faut en profiter, là. Vous allez avoir les réflecteurs sur vous, là.
Oui, ça fait déjà un bon bout qu'on travaille en amont. On est en partenariat avec la Fondation Émergence qui a démarré cette journée du 17 mai. Et puis, donc, on accompagne les municipalités, par exemple, à faire... on a encouragé les municipalités à faire le lever du drapeau inclusif lors de la journée internationale le 17 mai. Donc, les écoles secondaires, donc dans le fond, tout ce qui est les établissements de santé, le CIS de la Naudière, les centres de services scolaires, les municipalités. Il y a 42 municipalités qui ont accepté de signer une résolution et de faire la levée du drapeau cette journée-là, ou en tout cas autour d'eux. Il y a aussi des services de police qui ont embarqué dans le projet. Il y a aussi... des organismes communautaires. Ça, on parlait à travers le monde, on voit... Ça, c'est le côté positif. Oui. Il y a une grande implication. Oui. Quelle est la situation de la Naudière? Parce que, on connaît certains pays qui sont encore très réfractaires, mais ce n'est plus le cas pour certains pays qu'on pensait. Là. Il y a même des réticences. Hein. Nos voisins du Sud sont très réticents. Comment on peut faire comment peut-on faire productif à ce qui est contre-productif, là? Parce que ça reste... aux États-Unis, quand même. Comment on peut agir pour contrer ça? Oui. Oui, puis vous dites aux États-Unis, puis c'est même ici au Canada, il y a certains... Oui, il y a certaines provinces qui vont dans le recul des droits aussi, donc c'est pas si loin. Puis même sans que les lois restreignent, il y a une grogne, une espèce de haine sociale aussi qui perdure. Donc c'est important de redoubler d'efforts, puis déjà de démontrer son appui. Les gens qui sont liés de près ou de loin à la communauté, quand ils voient le drapeau, c'est vraiment un signe vraiment fort pour eux, qu'ils entendent dans le fond que leur région, leur ville dit haut et fort, ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas acceptable, dans le fond, tous les signes de discrimination. Donc, c'est comme par petits gestes, mais aussi par grands efforts communs aussi. Donc, de devenir chacun des alliés un petit peu. Donc, il y a beaucoup dans la Naudière... Oui, c'est ça. Je vous demandais la situation dans la Naudière. Il y a quand même une grande collaboration. Est-ce qu'il y a encore un travail à faire? Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Quelle est la situation à la Naudière? Oui, il y a quand même des belles avancées. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibilisés et intéressés de vouloir modifier un petit peu, ajuster leur pratique, par exemple, au niveau des professionnels. C'est plus qu'ils ne sont pas nécessairement outillés. Donc, il y a un malaise, mais ils sont intéressés à avoir de l'information, à avoir des formations, par exemple, par le NEO. Ensuite, ça crée un petit peu ce qu'on appelle le réseau des alliés de la Naudière. On a créé ce regroupement, dans le fond, d'intervenants qui s'affichent ouvertement, dans le fond, ouverts et accueillants aux gens qui viendraient les accueillir et qui viendraient dans leur service. Il y a aussi on fait dans les écoles secondaires des kiosques à chaque année. Puis depuis quelques années, on avait un peu délaissé l'homosexualité, l'orientation sexuelle, disant que c'était plus vraiment un sujet d'actualité. Puis là, on ressent que ça revient même au niveau, oui, de la transidentité, mais aussi de l'homosexualité et tout. Donc, il y a des gestes de violence. Ouais. Quelle est leur réaction, leur intérêt? Comment ils réagissent? Il y a comme une grande partie des jeunes qui sont très collaboratifs, qui sont accueillants, ouverts, de façon plus ou moins extravertie. Il y en a qui sont très militants dans la cause, dans la personnalité des gens LGBTQ+, par exemple. Puis il reste une bonne partie de population de jeunes qui sont résistants, qui démontrent des signes de haine ou de violence, par exemple les drapeaux qui se font mettre en feu. Il y a des intervenantes de mon organisation. C'est arrivé à la Naudière? Oui. Oui, au niveau des jeunes ados. Puis il y a aussi des personnes aînées qui se font maltraiter dans les milieux de vie, dans la rue, aujourd'hui encore, en 2024, parce qu'ils sont ou pas membres de la communauté LGBT, juste parce qu'ils ont des attraits un petit peu moins masculins ou féminins, qui peuvent paraître comme étant soit homosexuels ou trans. Donc, c'est inquiétant, je vous dirais. Donc, c'est pour ça que la Fondation Émergence et nous, on essaie de miser sur le fait que
c'est important, puis il faut faire attention parce que là, il y a des reculs. Donc, il faut vraiment continuer de faire tout ce qui est en notre possible pour rendre les milieux le plus inclusif possible. Donc, et pourtant, vous avez dit, même, il y a des villes, je pense, qui ont même adopté une déclaration au conseil municipal de leur municipalité. Le 17, je présume que vous allez être active. Le Néo va être actif. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer des activités? Est-ce qu'on peut y participer? Comment y participer? Bien, nous, on a été un petit peu en soutien à tout ce qui se passe dans la Naudière. Fait qu'on a accompagné tous les milieux. Par exemple, les municipalités avec la levée du drapeau. Chez Caterbonne, ils vont faire illuminer la passerelle là, dans l'île des Moulins, aux couleurs du drapeau. Il va y avoir aussi de l'affichage un peu partout. Il y a une activité qui se passe dans le nord, à Matawini, au niveau d'un organisme communautaire qui font une fête pour souligner, dans le fond, la diversité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ça, on peut voir ça sur votre site? Oui, qui va apparaître à notre... Et vous alliez dire... Sur la page Facebook aussi. Surtout sur la page Facebook. On va être très actifs aussi pour essayer de voir comment ça se passe dans les pages des municipalités et des endroits qui vont faire la levée du drapeau. Essayer de suivre un petit peu les commentaires, s'il y a des commentaires haineux qui ressortent, pouvoir réagir consciemment. Puis, donc, dans notre page aussi, on va repartager, on va faire aussi une publication, un visuel, comme une vidéo sur toutes les municipalités qui ont participé, dans le fond, à cet événement. Donc, pour montrer que les gens qui vivent ici, les 60 000 personnes qui font partie de la diversité sexuelle et de genre, sont accueillis, sont supportés. Donc, voilà. Dites-moi, vous êtes sexologue, auprès du Néo, quelle est les plus grandes difficultés pour une personne issue de la diversité ou de genre? Quelle est la plus grande difficulté en 2024? Là? Il y a l'inclusion, il y a plein de choses, mais... Je vous dirais que ça reste au niveau de certaines micro-agressions, dans le fond. Tu sais, on parle des grandes violences, puis tout ça, mais il y a aussi tout ce qui est les petites agressions, le déni, de traiter quelqu'un comme... Les mauvaises blagues. Oui, les mauvaises blagues, effectivement. Les personnes aînées qui se font rejeter dans les milieux de vie, les petites... les regards... Vous en avez parlé tantôt, mais il y a beaucoup de résistance dans certaines résidences. Vous l'avez constaté, je l'ai eu en recherche. Et est-ce qu'on peut dire que c'est historique chez eux et c'est difficile à les convaincre? C'est comme si il y a un aspect qui est lié à la sexualité, donc sujet un peu tabou, réprimé, un passage de, tu sais, on parle de personnes de la génération silencieuse, donc c'est des gens qui ont été élevés dans un univers où la sexualité, c'était mal, c'était péché, c'était interdit, c'était... Un milieu très religieux. Oui, aussi. Donc, ça reste, même si les lois ont changé, il y a un bagage qui reste aussi, mais il y a l'aspect aussi, pas nécessairement de résistance au niveau des organisations ou des milieux de vie, mais de se dire, bien, il y a de la méconnaissance, il y a de l'invisibilité énormément. La plupart des RPA que j'ai visités me disaient de ne pas en avoir dans leur milieu. Alors que, logiquement, statistiquement, ça se fait presque pas, du déni. mais oui, c'est parce que les personnes ressentent le besoin de retourner un petit peu dans un placard, comme on disait, comme une vie pseudo-hétérosexuelle, alors qui avait finalement sorti puis qui vivaient dans leur vraie vie, là, dans le fond, comme ils voulaient. Mais en arrivant en milieu de vie, on ressent le besoin de retourner dans une vie pseudo-hétérosexuelle ou d'être plus discret. Ce qu'on a appelé ici le triple isolement. Donc, par exemple, si on fait partie déjà si on est aîné, on est déjà dans un facteur d'isolement, mais aussi si on fait partie de la communauté, comme on est un aîné trans, par exemple, puis qu'on vit dans un lieu plus éloigné, à Saint-Michel-des-Saints, ou je ne sais pas, ça fait plusieurs niveaux d'isolement. Donc, on essaie d'aller les rejoindre, d'aller rendre les milieux qui sont près d'eux, parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de venir à Terrebonne ou à Montréal.
Donc, de rendre les milieux plus connaisseurs, plus ouverts. Dites-moi, si je vous demandais pour la prochaine année, qu'est-ce que Véronique Bessette espère de la société, de la Naudière? Qu'est-ce que vous espérez? J'espère de la douceur, j'espère de la compréhension, de l'ouverture d'esprit, de l'acceptation de ce qui est, puis de prise de conscience, un petit peu d'introspection, de voir en quoi ça me dérange vraiment qu'une personne ait des pratiques différentes que les miennes. Qu'est-ce que ça m'enlève vraiment? Est-ce que... Donc, peut-être d'inviter les gens à se questionner un petit peu puis à aller voir les bonnes ressources, dans le fond. Pourtant, nous sommes tous différents. Véronique, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très touché. Je vais inviter les gens. Allez vous renseigner, allez lire, allez. Il y a un organisme comme le NEO qui est l'expert en la matière. S'il vous plaît, allez vous renseigner. On se revoit après la pause. De retour avec vous. Depuis 2014, le début du mois de juin, je me prépare au Relais pour la vie, un événement extraordinaire qui vise à amasser, entre autres, des fonds pour la recherche sur le cancer. On dit que près de 2 personnes sur 5 vont avoir un diagnostic sur le cancer. Or, il y a beaucoup de personnes à sauver par la recherche et par un événement comme le Relais pour la vie. Et j'ai l'honneur de recevoir la présidente du Relais pour la vie Rive-Nord, Christiane Lavoie. Exact. Ça fait plaisir. Bienvenue à l'émission. C'est un super événement. Vous, ce ne sera pas la première fois que vous allez vivre cet événement-là. Non, en fait, nous sommes à notre 16e édition. Puis moi, j'ai commencé par marcher le relais. Avant, c'était la nuit, parce que ça fait juste depuis 4 ans qu'on le fait des heures différentes. Donc, ça fait 14 ans là, que je marche le relais. Et ça fait 6 ans que je suis impliquée dans le CO. Je dis que c'est un événement extraordinaire. C'est assez important. Ça comporte... On va parler beaucoup de ce qui se passe pendant la marche. Ça implique quoi comme organisation? C'est un très, très gros événement, je vous dirais, parce qu'il faut quand même penser à tout. On sait qu'on a besoin de... Premièrement, on est à l'île des Moulins, donc ça implique d'être dans un milieu un petit peu séparé de la ville. Oui, je comprends. Donc, on a besoin aussi de musique, on a besoin d'artistes, on a besoin de nourriture, on a besoin... d'équipement, on a besoin de location, on a besoin de bénévoles, on a besoin des gens engagés, on a besoin de gens qui s'occupent de nos bénévoles, on a besoin, on a beaucoup, beaucoup de besoins. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça se passe le 8 juin. Oui, le 8 juin. Expliquez-nous ce qui va se passer cette journée-là. Vous l'avez dit, c'est à l'île des Moulins, dans le Vieux-Terrebonne. Oui, l'île des Moulins, dans le Vieux-Terrebonne. Maintenant, c'est depuis notre 4e année, de midi à... 14 heures à minuit. À minuit. C'est ça. Les gens peuvent rentrer sur le site à compter de midi pour s'installer. Et à 14 heures, on commence le relais, donc par des présentations, les marches, etc. Puis, on va parler de certaines... Oui, parce que moi, ça m'a... Oui, ça touche. Moi, ça m'a touché, mais on va en parler. Or, donc, Île des Moulins, 8 juin, 14 à minuit. Exactement. Là, il y a un concept d'équipe. Oui. Il y a un concept de marcheurs individuels. Exact. Comment ça fonctionne, là? En fait, nous avons des équipes. Donc, pour être inscrit, il faut aller s'inscrire sur le relais Rive-Nord.
Relais pour la vie Relais, Rive-Nord. exactement, On va qui tomber nous sur un mène. site. C'est ça, cancer.ca, exactement. Excellent. Donc, vous pouvez arriver à vous mettre à travers une équipe ou vous inscrire individuellement. OK. Puis, à partir de là, bien, on ramasse des dons. Donc, nous, on a pensé cette année, en tout cas, on s'était planifié un objectif de 75 équipes. Pour la durée de l'événement. Et nous sommes déjà à 74 équipes d'inscrites. OK. Donc, c'est quand même, l'objectif est quand même réalisable. Très réalisable. Puis, vous ne vous limiterez pas si ça dépasse. Non, on ne se limite pas. On amène les gens. On veut que les gens viennent. Là, il y a des inscriptions marcheurs individuels. Oui. Donc, un marcheur individuel, il ne veut pas faire partie d'équipe, il veut faire partie de l'événement, il s'inscrit. C'est ça, il s'inscrit. Mais si j'ai oublié de m'inscrire et je passe dans le Vieux-Terrebonne, on est autorisé à aller marcher. Ben oui, on invite tout le monde à venir sur l'île. En fait, si vous n'êtes pas inscrite dans une équipe, c'est sûr que vous n'aurez pas le chandail de marcheurs, mais toutefois, ils peuvent marcher avec nous autour de l'île. Ils peuvent donner un don aussi, soit en ligne avec les codes QR qu'on a sur le site, ou sinon juste se présenter à la tente là, de dons, parce qu'on a une tente, là, je veux dire un chapiteau pour laquelle il est indiqué. Exactement, puis ils peuvent remettre des dons. Là. L'événement. Oui. Oh, vous avez dit ça commence à 14 h. Oui. Bon, oui, ça commence par des présentations puis tout ça, mais il y a un premier tour. Le faites-vous encore le premier tour je me souviens plus comment il s'appelle. C'est assez touchant. Expliquez-nous, c'est quoi ce premier tour-là? En fait, on fait le tour des porteurs d'espoir. Cette année, en fait, quand on commence à 14, oui, exactement, c'est vraiment très bien. C'est vraiment des belles marches et là, on voit des gens en gaine jaune. Oui. Ce sont eux et elles les porteurs d'espoir. C'est les porteurs d'espoir. Les chandails orange, maintenant, n'existent plus à la société. Toutefois, ce sont des gens là, qui accompagnent nos porteurs d'espoir. Donc, ils peuvent accompagner les gens. En fait, on laisse prendre les porteurs d'espoir pour commencer et les gens, puis le public peut suivre en arrière là, pour faire la marche. Là. Donc, ce tour-là, il y a une marche. Pendant la marche, qu'est-ce qui se passe pendant la marche? Bien, en fait, comme activité? Tout autour, il y a plein d'activités. Tu sais, à partir de 14 h, on a des jeux gonflables pour les enfants. Les gens peuvent acheter des luminaires. Ah, ça, je vais vous interrompre. Oui. Les luminaires, ça, il faut en parler absolument. J'avoue que ça m'a toujours touché au point d'en pleurer. Expliquez-nous, c'est quoi cette particularité-là dans l'événement? En fait, c'est vraiment une partie de l'événement qui est vraiment, vous avez raison, très touchante. Oh que oui. Jusqu'à... on allume nos luminaires à la brunante, hein, donc quand ils commencent à 9h moins quart, 9h moins 20 environ, pour que le sac puisse, la lumière puisse rayonner. Et c'est sur le chemin. Côté du chemin. C'est ça, exactement. Donc, chaque personne qui achète un luminaire, souvent le met en avant de leur tente là, ou en avant de leur petit campement là, qui se sont faits, là, les équipes. Puis, en fait, on illumine ce luminaire-là pour quelqu'un qui est disparu, quelqu'un à qui on pense qu'il a eu le cancer, une personne, un porteur d'espoir. Ça peut être quelqu'un de notre famille, des amis, on a tous de près ou de loin quelqu'un de toute façon qui a été atteint probablement du cancer. Fait qu'on met le nom de la personne, puis on l'allume là, à 9h moins 20. Puis c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir aussi partir le tour là, avec le cornemuseur. Ça, c'est... à la maison, si vous n'avez jamais connu le tour avec la cornemuse, et avec les allées illuminées, vous devez le faire. Ça vaut le déplacement. Honnêtement, ça vaut le déplacement. Puis, qu'est-ce qui est le fun à l'île? Bien, tout le monde peut venir, tout le monde peut, tu sais, le public peut venir aussi. Fait que non, c'est vraiment une partie là, de la journée qui est vraiment très, très attendue normalement. Il y a aussi le lancement des ballons, hein, quand on envoie... Au départ, je pense. Au départ, exactement. Chaque porteur d'espoir a un ballon avec eux pour lequel ils inscrivent leur nom de cancer sur le ballon.
puis à la chanson là, que Julie Levac va nous chanter un peu plus haut, un peu plus loin, qui est très, très touchant aussi. On laisse envoler le mal, on laisse envoler notre cancer pour avoir de meilleurs... Les mauvais souvenirs. Exactement, exactement. Puis c'est vraiment aussi une étape de notre journée qui est vraiment extraordinaire. Il va y avoir des artistes? Il va y avoir des artistes. On en a quelques-uns là, de cédulés. On a, entre autres, Julie Levac. On a Victoria Sénégal. On a David Tremblay. On a aussi là, notre président d'honneur qui est Alexandre Dacosta. Donc, qui est presque voisin. Qui est presque voisin de l'île, exactement. Et Alexandre, en plus d'être président d'honneur, bien, il va aussi faire une prestation là, en fin de soirée. Donc, il va faire aller son violon là, pour nous autres. Son fameux violon. Oui, ça va être aussi très charmant. Oui. On espère quoi? Écoutez... Avez-vous un objectif? Certainement qu'on a un objectif. On a un objectif de 425 000. On espère de tout cœur qu'on l'atteindra. C'est bien parti. On avait aussi un objectif de 65 ambassadeurs. On a 65 ambassadeurs d'inscrits. Donc, je pense que ça va super bien. Un ambassadeur, c'est du corporatif. C'est vraiment un don corporatif. Puis, c'est de prendre la parole autour d'eux pour promouvoir le relais pour la vie. On doit dire qu'au niveau des ambassadeurs, le corporatiste, dans notre coin, c'est impliqué. C'est fort, c'est excessivement fort. Je vous dirais que cette année, c'est encore plus fort que l'année passée. On a des présidents d'ambassadeurs qu'on est allés se chercher aussi pour nous aider, pour nous donner un petit coup de pouce. Puis honnêtement, c'est fort. Le corporatif à Terrebonne, Mascouche, tout ce qui est Rive-Nord, honnêtement, les gens sont généreux, sont vraiment généreux. Et vous avez tantôt, on a parlé de l'organisation, de tout. Il y a des personnes qui vous entourent aussi au comité organisateur? J'ai une équipe extraordinaire. On n'est pas beaucoup. Nous sommes 10 pour organiser cet événement-là. Mais je vous dirais qu'on fait presque de la magie. Nous sommes tous des gens très impliqués. On a la cause à cœur aussi. Évidemment. Ça, dès que tu as la cause à cœur, je pense que c'est encore plus facile de pouvoir faire notre bénévolat, comme on dit. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est pas un fardeau qu'on a. Puis non, tout le monde est à son affaire. Puis vraiment, là, je lève mon chapeau à toute cette équipe-là que j'ai autour de moi. C'est vraiment magique de travailler avec eux. On va inviter les gens. Vous faites une recherche. Oui. Vous écrivez « Relais pour la vie Rive-Nord ». Vous allez tomber sur un site. Vous pouvez vous inscrire, aller lire. Venez, allez à l'île du Moulin. Vous allez être charmés. Oui. On a des camions de rue, on a, si jamais... manger. Oui, on peut manger. On va passer une belle soirée. On peut s'asseoir, on peut donner des dons. Écoutez, venez, c'est pour une bonne cause, puis c'est pour nos enfants de demain aussi, je pense. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir, merci. Quant à nous, on se revoit dans une semaine et j'aimerais dire bonne fête à Sylvain Brière, notre régisseur. Au revoir.